Bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'être là pour cette session enseignement donc libre en termes de thème. On va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Puis ensuite, on verra comment explorer ces différentes demandes qui ont été faites sur le groupe WhatsApp. Euh, on verra tout ça. Sangye jo tang tsogye jo nang la chan cho prado da ne ja zo je da ge jen tsogye pe se nam ge ro la pen che sangye ro parai shu sem chen tam che de wa tang de we jo tang den parai jo je Dungal tang dungal ge jo tang dul warai jo je. Dungal me be de wa tang pa tang men dul warai jo je. Nye rin ja tang nye tang tel we tang. Chembo la na borai jo je. Palen tsa we la ma ren boi je da ge je wa be me de jo la. Ka den chen pe go ne je son te. Ko son tu ge nga do za do za. Donc prendre refuge, chaque fois, c'est placer une intention. D'abord prendre refuge dans les trois rares et sublimes, Bouddha, Dharma et Sangha. Quand on dit le Bouddha, c'est l'éveil, c'est le but ultime, en fait, c'est notre véritable nature, c'est donc ce souhait d'atteindre l'éveil. Le Dharma, c'est bien sûr la voie, c'est le chemin, c'est tout l'enseignement du Bouddha, c'est ce sur quoi on s'appuie pour faire le chemin. Et la Sangha, c'est la communauté. La communauté, c'est alors la noble Sangha, mais la communauté, c'est aussi l'ensemble des soutiens, donc des personnes qui vont nous... Personnes, bien sûr, mais conditions, si on pourrait dire, mais parce que ces personnes sont les conditions favorables ou contribuent à la réunion des conditions favorables qui nous permettent de faire le chemin. Mais c'est aussi, la Sangha, ce sont aussi les guides, les amis spirituels, amis et amis, bien sûr, c'est toutes ces différentes formes de soutien qui sont nécessaires, encore une fois, pour accomplir cette voie. Donc prendre refuge dans les trois rares et sublimes est une chose importante, ça oriente notre esprit en cette direction. C'est lié aussi au vœu de refuge, c'est lié aussi à l'engagement qu'est le nôtre de faire de ce dharma, de cette voie, la voie que l'on choisit, la voie que l'on choisit pour aller vers l'éveil. Donc ça a des sens multiples et puis d'une manière plus large et peut-être moins formellement bouddhiste, eh bien c'est une aspiration profonde, forte, que l'on peut déjà placer en soi en direction justement de cette véritable nature que l'on peut ensuite accomplir, actualiser en fait. Actualiser étant un petit peu plus juste qu'accomplir, parce qu'accomplir, ça peut toujours laisser penser qu'il y a quelque chose que l'on fait, quelque chose que l'on produit, alors que actualiser, ça rappelle cette idée d'une nature qui est déjà présente et que l'on ne fait finalement qu'actualiser, comme un potentiel que l'on rend visible, que l'on rend manifeste. Il y a vraiment l'idée de rendre manifeste des qualités qui sont là. Donc c'est vrai que au sens très large, cette prière de refuge, ce souhait qu'on place, même si on n'est pas bouddhiste, c'est déjà magnifique, parce que c'est déjà la possibilité d'aller de manière très consciente vers le plein accomplissement, la pleine manifestation de toutes ces qualités. Bien sûr qu'ensuite, en tant que bouddhiste, ça veut dire qu'on se place comme Jejuk. Jejuk en tibétain, ça veut dire celles et ceux qui marchent après. C'est-à-dire que nous marchons avec le Bouddha et dans les pas du Bouddha. Donc c'est clair que ça peut avoir un sens très fort, très profond, extrêmement inspirant. C'est tout le sens d'une tradition aussi, hein. C'est-à-dire que une tradition, c'est pas juste une répétition sans âme d'un certain nombre de gestes ou de manières de faire ou de penser. Une tradition, c'est plutôt refaire l'expérience du chemin tel qu'il a été fait. C'est un peu comme reprendre le chemin. Mais le chemin, il va jamais être identique. Mais par contre,
Le chemin, il a déjà été tracé, donc c'est à nous de le refaire. Mais on le refait dans les pas des autres, en fait. C'est pas... C'est sûr que pendant des millénaires, refaire le chemin dans les pas des autres, ça voulait pas dire qu'on n'avait pas assez d'originalité. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir cette tendance qui est largement suscitée par l'ambiance culturelle et civilisationnelle que le nôtre, où il faut que l'on devienne un individu qui se distingue par son chemin propre. Là, on n'est pas tellement dans l'idée du chemin propre, dans le sens où on ne va pas réinventer les choses. Ce qui va être propre à nous, c'est le fait de faire le chemin, en fait. C'est le fait de se mettre en route. Il y aura forcément un génie particulier qu'on va développer, ça c'est certain, mais pas dans l'idée de réinventer. La réinvention, elle va être intérieure. Euh, Pourquoi? Parce que dans la perspective de l'éveil, on n'invente rien en fait, étant donné que c'est notre nature. C'est pour ça que toutes les traditions méditatives qui sont liées à cette approche des choses, elle va considérer qu'on n'enlève rien et on rajoute rien. Ben non, parce qu'en fait, c'est comme si on parlait de notre nature divine. On rajouterait rien, on n'enlèverait rien, si telle est notre nature. Et quand on dit notre nature éveillée, alors bon, c'est un parallèle qu'on peut faire, mais c'est simplement pour essayer de se représenter les choses. Il n'y a rien qu'on va rajouter, il n'y a rien qu'on va enlever, il n'y a rien qu'on doive inventer non plus, en fait. Par contre, il y a quelque chose à découvrir, d'où l'idée du chemin, et d'où l'idée de faire le chemin derrière les autres aussi. Parce que faire le chemin derrière les autres, ça ne veut pas dire aller d'un point balisé à un autre point balisé. Ça veut dire refaire l'expérience. Mais on ne refait pas l'expérience des autres, jamais. On fait toujours une expérience singulière. Et c'est là où se place la singularité. C'est pas dans l'invention du chemin, c'est dans la réexpérience, qui n'est jamais une réexpérience, qui est toujours une expérience en elle-même. Et donc c'est là où la singularité s'imprime. C'est là où la singularité s'exprime aussi, en fait. Dans le fait de redécouvrir, c'est toujours une découverte qu'on fait soi-même, en fait, hein, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, le Bouddha est assez clair là-dessus. Dans son enseignement, il va dire que lui, il présente le chemin, et puis qu'ensuite, ben, on prend le chemin, on ne prend pas le chemin. Mais en fait, sa réalisation, en tant que Tenpa en tibétain, celui qui montre, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'en tibétain, le mot pour dire un maître, c'est Tenpa. Et Tenpa, c'est le verbe montrer. C'est donc le fait de montrer. Et en fait, le Bouddha se place comme Tenpa. Quand on fait cette prière pour le repas, par exemple, on dit Tenpa lame Sangye Rinpoche, Kyopa lame Tamcho Rinpoche, etc. La première phrase qu'on dit, c'est Tenpa lame Sangye Rinpoche. Tenpa lame, ça veut dire l'insurpassable maître. Mais en fait, celui qui, d'une manière insurpassable, montre le précieux Bouddha. Ça, c'est la phrase qu'on dit. Et donc, c'est intéressant. Ten par la main. Ten par la main. Donc, c'est la personne qui, d'une manière parfaite, en fait, va montrer. Mais montrer, ça veut dire pointer du doigt. Après, il faut faire le chemin. Donc, le chemin, c'est nous qui le faisons. Donc, et c'est là où on va pouvoir exprimer sa singularité, c'est dans le fait de le faire. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est déjà monté 10 000 fois sur un même sommet que quand on y monte soi-même, c'est forcément la 10 000e fois. Non, c'est la première fois toujours. Parce que c'est la première fois pour nous. Et donc, c'est toujours une découverte propre, en fait, en même temps. Et en même temps, c'est une direction qui est montrée, parce que c'est une montagne qui est montrée. Donc, c'est un peu le paradoxal, ou le paradoxe même de cette situation. Parce qu'on dit, ben voilà, redécouvre la montagne, ou découvre la montagne. Et elle a beau avoir été découverte des milliers de fois, bah c'est toujours une découverte quand même. On a beau la connaître, on a beau l'identifier. Il faut la faire, cette découverte, pour qu'elle soit la sienne, cette expérience. Donc c'est là où se place cette idée de Jejuk. Jejuk, Je, ça veut dire après, Juk, ça veut dire entrer. Donc on entre après. C'est le terme qu'on utilise pour dire disciple. Nous, on dit disciple dans notre langue. En tibétain, on dit Jejuk. On dit les suiveurs. Donc c'est très différent, en fait. Ou ceux qui s'engagent à la suite d'eux. Littéralement, c'est ceux qui entrent à la suite d'eux. Donc c'est
Il n'y a pas vraiment de terme. Donc disciple, c'est autre chose, il y a d'autres connotations pour nous. Mais ici, dans le refuge, c'est plutôt Jejuk. Jejuk, voilà, on a des Jejuk, des Jowa Jejuk. Jowa, c'est des êtres qui vont, qui marchent. Et en l'occurrence, nous sommes en plus des Jejuk. C'est-à-dire que les êtres humains, et tous les êtres d'ailleurs, les Jowa, sont, c'est le terme qu'on emploie pour dire les êtres, c'est ceux qui marchent, c'est ceux qui vont. Hein, Jowa, c'est le verbe aller. C'est, voilà, on est des allants. On est des allants, on est des migrants. Tout le monde est migrant, complètement. Donc voilà, on va, tac, à gauche, à droite, en haut, en bas. Dans le cycle des existences, souvent, il est représenté comme une espèce de boule, comme ça, et comme une mouche qui peut à la fois aller sur le haut du globe ou le bas du globe. Mais elle est toujours dans le globe, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'errance dans le cycle des existences. L'errance, c'est pas qu'on ne sait pas forcément où on va. L'errance, c'est qu'on tourne à l'intérieur de cette histoire-là. Il y a vraiment, dans les mots, c'est très intéressant ces mots. C'est pas pour faire du tibétain, mais c'est pour comprendre cette vision du monde tellement particulière, où on est en train d'aller, on va, on se déplace. Et puis ensuite, dans ce mouvement-là, qui est le propre de notre nature, vu que on est qualifié de Jowa, on est qualifié de celles et ceux qui vont, justement. Telle est notre nature, d'aller. Donc dans ce mouvement d'aller, eh bien tout à coup on peut être Jejuk, c'est-à-dire on va à la suite de. C'est un peu comme si on donnait une direction au mouvement. Mais ce qui est intéressant dans cette vision des choses, c'est qu'il y a mouvement. Il y a toujours un mouvement. Il y a toujours le mouvement de quelqu'un, c'est-à-dire nous dans le cycle des existences, toujours. Mais simplement, à un moment donné, le mouvement, il est orienté. C'est un peu comme si on se promenait dans un paysage. Le paysage est extraordinaire, hein, ou pas, ça dépend. Il peut y avoir des précipices, des endroits qui nous font peur, des forêts profondes, des rivières à traverser, des montagnes, des déserts, toutes sortes de choses. Puis dans ce paysage, on peut s'y promener une vie entière, voire beaucoup de vies. Et puis on va sans arrêt se promener dans le paysage. Puis tout à coup, le paysage, c'est un peu comme s'il prenait forme. C'est-à-dire tout à coup, on va quelque part. On pourrait dire que prendre refuge, c'est tout à coup aller quelque part, comme donner une direction à ses pas. Les pas, on les fait de toute façon. Le temps s'écoule de toute manière. Toujours, évidemment. Par contre, tout à coup, on donne une direction au pas. Mais on est en mouvement. On est tout le temps en mouvement. C'est simplement qu'à un moment donné, ben voilà, nos pas, on les dirige quelque part. C'est tout le sens du pèlerinage. Marcher, on a toujours marché. On marche pour aller acheter du pain ou aller acheter du beurre. Mais tout à coup, on marche pour autre chose. Mais on est en mouvement. S'il n'y avait pas de mouvement, il y aurait de la mort, finalement. Il y aurait de la fixité, il y aurait de la rigidité. Donc voilà. C'est un peu voilà, le préambule de ce que j'avais envie de partager pour placer, semer plein de petites idées comme ça qu'on peut reprendre ou auxquelles on peut réfléchir. Euh, Parce qu'évidemment, on a là, dans ces échanges que l'on a eus sur les groupes WhatsApp, j'ai regardé attentivement tout ce qui était dit sur l'idée de, voilà, un thème d'enseignement pour ce mercredi soir. Ah, on a une soirée, super, tant mieux, voilà, on va pouvoir partager ce moment ensemble. Et puis, j'ai vu pointer toutes sortes d'intérêts, tous d'ailleurs valides, évidemment, plein de vraies questions. Ce sont toujours des vrais désirs de comprendre. Voilà, alors, et moi, je lis ça avec beaucoup de plaisir parce que c'est comme chaque fois de multiples portes qu'on pourrait ouvrir. Après, la difficulté, c'est comment tisser un fil à travers toutes ces questions. Ça va des trois kayas au sens de la maladie dans la vie, en passant par pourquoi on fait des offrandes et puis finalement des besoins d'éclaircissement sur la pratique de Chenrezig. Donc on pourrait dire, dans le paysage, je parlais de paysage avant, un peu c'est un peu comme si ce paysage devenait d'autant plus immense, comme s'il fallait explorer plein de directions et qu'il nous fallait tout comprendre de tous les aspects de ce paysage. Est-ce qu'on doit tout comprendre de tous ces aspects de ce paysage? Je ne sais pas, c'est pas sûr. Est-ce que quand on fait une marche, on doit forcément avoir marché partout? Non. De toute façon, on peut marcher que là où nous marchons. On ne peut pas marcher partout. Le paysage, il a beau être complètement gigantesque, immense, magnifique ou pas, bref. On marche où on est, toujours. Puis finalement, ben,
à travers toutes ces thématiques différentes qui sont comme autant de forêts, de déserts, de plaines, de montagnes, de rivières, de lacs, de mers qu'on pourrait aller découvrir, évidemment. Hein, quel est le rapport entre les trois kayas et puis la maladie dans la vie? Le rapport, comment le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire un rapport entre l'océan et la forêt profonde, entre un climat nordique et puis un climat tropical? C'est compliqué. Après, le lien de tout cela, c'est peut-être aussi cela qu'on peut explorer. Quel est le lien? Le lien, c'est peut-être la planète, c'est peut-être le fait que tous les paysages sont contenus dans un espace. C'est peut-être le lien, je ne sais pas, à voir. Mais si, admettons, le lien entre tous les éléments du paysage, c'est l'espace lui-même, si le lien entre tous les questionnements qu'est le nôtre, c'est aussi l'espace, alors peut-être un espace un peu différent, mais l'espace quand même, de quel espace parlons-nous en fait? C'est-à-dire dans quel espace l'on se déplace? Dans quel espace on en vient à découvrir des rivières, des montagnes, etc. Tous les aspects du paysage. Ben, peut-être que justement en évoquant ce fait de Jowa, cette dimension d'exploration propre à l'être humain que nous sommes, c'est peut-être là, c'est peut-être là que se définit cet espace, c'est-à-dire en l'arpentant, en y cheminant. On va lui donner du sens d'ailleurs par notre marche. Avant ça, c'est pas des montagnes, c'est pas des rivières, c'est pas des océans, c'est des possibilités de rivières, c'est des possibilités d'océans, c'est des possibilités de montagnes. Il va falloir qu'on se rapproche des choses. Donc il y a l'idée d'une expérience vraie du paysage. Pour que le paysage, voilà, d'une certaine manière, il devienne paysage pour nous. Avant, il n'est que possibilité de paysage. Donc on doit rentrer dans le mouvement, on doit rentrer dans la marche, d'une certaine façon. Et c'est nous qui allons faire le lien entre les différents aspects du paysage par notre marche. C'est pas, ce n'est pas la rivière qui va devoir aller vers le sommet de la montagne. Ce n'est pas l'océan qui va devoir devenir désert. Et ils n'ont pas besoin de chercher leur cohérence, ils sont là en fait. Ils sont là avec, alors non pas leur autonomie propre dans le sens de quelque chose totalement séparé du reste, non, bien au contraire. Chaque élément du paysage a toute son importance dans la constitution générale, on pourrait dire, du monde, de la même manière qu'un monde spirituel, il est construit de multiples choses. Il est construit à la fois des questions qu'on a sur le sens de la maladie qu'on traverse, et d'autant plus nous le traversons, que cela fait partie des 4 fleuves inévitables, alors certes de la souffrance, mais aussi des 4 choses qui vont caractériser l'existence d'un être humain sur Terre. Donc on pourrait dire que ça fait partie du paysage. C'est pas plus un élément ou moins un élément du paysage. À aucun moment une rivière est plus vraie ou plus essentielle au paysage qu'une montagne, ou de la même manière qu'un désert serait plus essentiel qu'un océan. Chaque élément va être complètement nécessaire. Et encore une fois, c'est nous qui allons donner une cohérence. Cohérence. C'est pas qu'on a besoin d'être là pour donner une cohérence, mais on va tisser une histoire dans nos pas. C'est-à-dire on va faire que le paysage prend son sens du fait même de l'arpenter. C'est nous qui allons créer des liens, ou qui allons peut-être découvrir des liens. Et ça, c'est fort possible même d'ailleurs, que nous ne soyons pas que créateurs du paysage, mais que le paysage se propose à nous comme une possibilité de découverte de ce qu'il est. Parce qu'en l'arpentant, on va tout à coup nous comprendre les liens peut-être qui existent entre tel aspect et tel autre. Et en utilisant cette image, finalement, c'est une façon de parler de ce paysage spirituel intérieur qu'on arpente, où nous-mêmes aussi nous allons faire des liens, où l'on va faire un lien avec ces 4 fleuves de la souffrance, comme le dit le Bouddha dans les sutras anciens, naissance, vieillesse, maladie et mort, que l'on rencontre, et peut-être les 3 corps. Au début, ces éléments peuvent sembler disparates, mais petit à petit, on va, du fait même de notre voyage dans ces éléments du paysage, comprendre le lien. Il va y avoir un lien. De la même manière que la marcheuse, le marcheur,
qui passe de l'océan à la montagne, ben, il verra l'océan d'une manière très différente arriver à la montagne et il verra la montagne d'une manière très différente alors qu'il est sur le bord de l'océan. Tout- Toutes les vues qu'il aura ou qu'elle aura, que cette personne aura du paysage, dépendra chaque fois de la place d'où elle regarde le paysage. Elle va comprendre qu'en fait, il n'y a pas juste un seul paysage, qu'il y a une multitude de paysages. Et pourtant, on se déplace dans le même paysage. Mais en fait, du fait de nos mouvements, il va y avoir une recréation infinie du sens même de tous ces éléments qui constituent le monde, qui constituent l'espace dans lequel on se déplace. C'est un peu pareil avec le dharma finalement, parce qu'au début, on peut entendre parler des 4 grands fleuves, encore une fois, qui caractérisent l'existence humaine, naissance, vieillesse, maladie et mort, et puis on peut, ça c'est sûr qu'on peut le recevoir d'une certaine manière, mais on le reçoit toujours d'une certaine manière. D'ailleurs, on reçoit toujours cet élément d'une certaine manière, qu'on soit bouddhiste ou pas. Simplement, on pourrait dire que dans le paysage bouddhiste, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous disait, ben tiens, regarde ce fleuve, ou regarde cette montagne. Mais on pourrait ne pas le regarder. On pourrait passer dans l'existence sans regarder ça. Et l'invention du paysage bouddhiste à travers ça, ben, c'est peut-être le fait de dire, ben, tiens, regarde cet élément-là du paysage. Alors évidemment que tout à coup, ça devient autre chose que simplement un thème qu'il nous faudrait comprendre et cerner. Ça devient comme une possibilité de regarder, en fait, comme une façon de, d'abord très clairement une manière de se déplacer dans le paysage, parce que finalement, si on nous montre une rivière dans le paysage, on va peut-être avoir envie d'aller vers cette rivière. On va peut-être avoir envie de comprendre le sens de cette rivière. Mais évidemment qu'on pourrait se dire, ça n'a aucun intérêt. On va plutôt vouloir partir dans l'autre direction, là où il y a des montagnes magnifiques. Voilà, bref. Donc, le monde, il est infini, le paysage est infini. Le regard bouddhiste du paysage ou dans le paysage, c'est encore une fois un regard, une invitation à se dire, tiens, allons voir tel élément. Allons voir cet élément de la naissance, l'élément de la vieillesse, l'élément de la maladie, l'élément de la mort et de l'impermanence. Et se rapprocher de cet élément-là, ça ne veut pas dire qu'on va devenir spécialiste de ça, ça ne veut pas dire non plus qu'on va réduire le paysage à cet élément-là, comme si on avait tout compris du paysage parce qu'on avait regardé ça. Non, c'est juste que le fait d'être invité à regarder cela, d'être invité à regarder la montagne à côté, etc., tous ces thèmes qui sont apparus là sur ce groupe WhatsApp, c'est-à-dire autant les 3 corps, voilà, le pourquoi on fait des offrandes, etc. Tout cela va constituer notre représentation interne du paysage. Parce qu'on aura vu, encore une fois, ces 4 grands fleuves, puis on aura vu à côté un autre élément. La cohérence, elle va venir du fait que nous-mêmes, on se sera déplacé là-dedans. C'est-à-dire qu'on aura peut-être vu cette montagne, ou on aura vu ce ciel au-dessus, qui va symboliser le Dharmakaya, par exemple, et puis on va peut-être se rendre compte que sans ce Dharmakaya incroyablement bleu, profond, que l'on peut voir et que pourtant nous ne pouvons pas circonscrire par aucune idée ni aucun mouvement, on va, du seul fait d'être invité à le regarder comme ça, va peut-être voir quelque chose que l'on n'aurait pas vu avant en observant ces fleuves. Si on observe ces seuls fleuves de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, comme si le paysage s'arrêtait là, c'est un peu comme si on oubliait tout le monde dans lequel il s'écoule ces fleuves. Ces fleuves s'écoulent dans un monde, et ils s'écoulent dans un monde où il y a un espace. Ils s'écoulent dans un monde avec un ciel au-dessus. Et donc, ils s'écoulent du coup dans un état de clarté ou dans un état d'obscurité. Ils s'écoulent le jour, ils s'écoulent la nuit. Il y a une image très importante par rapport à la stabilité mentale chinée. On va réutiliser encore une fois un élément du paysage. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. C'est parce que le dharma est un paysage. On est sans arrêt en train de prendre l'image d'éléments naturels pour parler des choses.
La montagne pour la dévotion, la montagne pour la stabilité, l'océan pour la stabilité aussi, etc., etc. Le Dharmakaya pour le ciel pour le Dharmakaya plutôt. Bref, on a cette image de l'océan pour la stabilité. Et on va préciser en disant que la stabilité mentale, ce ne sera pas juste l'océan plat, lisse. Ce sera l'océan plat, lisse, oui, mais en plein jour. C'est-à-dire un océan où il y a de la clarté. Donc, de la même manière, ces 4 grands fleuves, ben, ils peuvent couler, on peut être pris dedans, on peut s'inquiéter de leur présence, ou on peut les observer en pleine clarté. Pour les observer en pleine clarté, on va avoir besoin de la lumière, on va avoir besoin de lucidité. On va comprendre aussi qu'on ne pourrait pas avoir de lumière s'il n'y avait pas d'espace. Il n'y aurait pas la possibilité d'un soleil qui se manifeste dans ce ciel s'il n'y avait pas l'espace pour que le soleil puisse irradier cette lumière dans l'espace. C'est pour ça qu'on va utiliser comme élément du paysage le soleil pour parler du Sambhogakaya, le soleil pour parler de la lumière, pour parler de l'irradiation. Mais pas seulement pour parler de l'irradiation, mais surtout pour parler de la clarté. On va préciser ensuite, on va dire oui, mais le soleil, oui bien sûr, le soleil, on ne saurait le voir si il y a des voiles au niveau de l'espace, donc on va parler des voiles et donc des nuages pour dire les voiles de l'esprit, pour dire les pensées, mais pas que les pensées, surtout pour parler des voiles dans le sens de ces nyumpa, de ces kleshas, de ce qui pourrait nous empêcher de croire ou de voir qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'on perçoit, c'est-à-dire au-delà des limites de notre ciel à nous, c'est-à-dire au-delà des limites des nuages, il y a quelque chose derrière. Et on va même préciser en disant que tous ces nuages, ces voiles, proviennent de l'espace. Tous ces nuages, eh bien, se résorbent dans l'espace. Donc, en fait, on va, à travers ces images, préciser les choses. On va dire, ben oui, s'il n'y avait pas de Dharmakaya, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette nature ultime, cette nature de vacuité, rien ne pourrait être manifeste. S'il n'y avait pas cet espace complètement ouvert, rien ne pourrait se manifester, rien ne serait possible, tout serait figé. Il faut un espace ouvert pour que quelque chose se manifeste. Et donc on va utiliser ces images, parce qu'évidemment, si théoriquement on doit comprendre ce qu'est le Dharmakaya, le corps absolu, c'est compliqué. Mais si tout à coup on en reste, même pour nous, quoi, pas d'ailleurs même pour nous, surtout pour nous, à une compréhension simple, chaque fois qu'on regarde le ciel, alors on contemple le sens du Dharma finalement. Parce que chaque fois on se dit, tiens, en fait, oui, tous les phénomènes que j'observe, les nuages, etc., ben, tous voilà, apparaissent de l'espace. Et tous, où ont-ils disparu? Hein, hier il faisait pas beau, aujourd'hui il fait beau. Ils ont disparu où? Ils ont été dans le garage des nuages? Non, bien sûr que non. Quelqu'un a chassé les nuages? Non. Quelqu'un a créé les nuages? Non. Donc ils se sont résorbés, tout simplement. C'est-à-dire, dû aux causes et conditions, ils ont disparu en le Dharmakaya. Donc c'est des choses très profondes en fait, où finalement, en observant le paysage, qui a encore une fois est à la fois le paysage extérieur et le paysage intérieur, on va comprendre l'articulation des éléments qui constituent ce paysage. Parce qu'évidemment que s'il n'y avait pas cette possibilité du ciel, cette possibilité de la vacuité qui rend toute chose possible, ben en fait il y aurait en même temps aucun nuage pour ensemencer le sol. Donc on va utiliser cette image. On va utiliser aussi l'image de l'océan pour dire l'océan réceptacle, hein, de toutes ces tendances. Donc on va utiliser cette eau qui coule des nuages, qui vient dans l'océan, cette évaporation qui va créer d'autres nuages, etc. Et on va utiliser le cycle du mouvement des choses pour dire qu'en fait, oui bien sûr, le nuage provient de l'espace, il se forme dans l'espace, il se résorbe dans l'espace, et en même temps il a un impact. Il a un impact parce qu'il est chargé de quelque chose, il est chargé de cette humidité, donc il est chargé de nos propres tendances. Et en même temps, il va déposer par la pluie ces tendances dans l'océan. Donc, euh, ensuite, la possibilité donc de nuages va dépendre aussi de l'océan. Mais tout cela ne peut pas se faire sans chaleur, c'est pas possible. Et cette chaleur, c'est la chaleur solaire qui va être utilisée pour parler du corps de jouissance. Le corps de jouissance, on pourrait dire que c'est la promesse de l'activité d'une certaine manière. On va en parler de manière diverse de cette chaleur solaire.
mais surtout on va parler de manière diverse du rayonnement solaire. On va utiliser cela pour décrire quelque chose de très beau, à mon avis. C'est pour décrire l'idée d'une non-intentionnalité. C'est-à-dire que le soleil brille tout le temps, mais sans intention. C'est sa nature. C'est sa nature solaire. Et en parlant de cette nature solaire, c'est la nature de l'esprit. C'est-à-dire la nature de l'esprit, elle est naturellement là. Elle est naturellement dynamique, elle est naturellement créative. Mais en fait, elle ne va pas, toujours en l'occurrence pour le soleil avec ses rayons, il ne va pas y avoir une décision d'aller poser les rayons quelque part et de ne pas poser les rayons quelque part. Donc on va utiliser les rayons pour parler du troisième corps, qui est le corps d'émanation. Mais pour dire aussi que ce corps d'émanation, il est inséparable du soleil. Il ne va pas pouvoir y avoir les rayons sans le soleil. Il ne va pas pouvoir y avoir le soleil sans l'espace. Donc ça va être une manière, à travers des exemples simples, de comprendre l'indifférenciation des trois corps. Alors, bon, ça ne veut pas du tout dire qu'une fois qu'on a juste entendu parler de l'image, on a compris ça. Mais par contre, ça veut dire qu'on peut regarder sans cesse le soleil, réfléchir sans cesse à ce rayonnement qui se produit partout, qui est donc complètement inséparable de sa source et qui pourtant n'exprime aucune décision particulière de la source. Simplement, le rayonnement se fait. Un jour, la Matenzang, je l'entendais dire, et il l'a dit souvent, mais je l'entendais dire, en fait, l'immense bonté des rayons du soleil, c'est que qui veut se mettre au contact des rayons du soleil est réchauffé par les rayons du soleil. Donc le soleil appartient à personne. Personne va dire ça c'est ma chaleur, ça c'est mon rayon. C'est pas possible. Donc en parlant des rayons solaires, en parlant des rayons solaires pour exprimer l'idée du Nirmanakaya, c'est-à-dire du corps d'émanation, c'est pour dire que cette activité éveillée, elle se fait à la manière du soleil. Elle se fait d'une manière constante, tout le temps. Elle est l'expression solaire, elle est l'expression de la clarté. Et que cette expression de la clarté ne pourrait pas être là sans la vacuité. C'est pour ça qu'on va retrouver ensuite ces termes dans les instructions méditatives, quand on parle de, par exemple, Selton, Salton, ça veut dire clarté, vacuité. Clarté, vacuité, en fait, en termes symboliques, ça veut dire soleil et espace. L'un est indifférencié de l'autre. Il ne peut pas y avoir d'espace sans clarté, il ne peut pas y avoir de clarté sans espace. La clarté va rendre manifeste l'espace. L'espace va donner la possibilité à la clarté. Et cette conjonction des deux va se manifester par un rayonnement. Donc à travers ces images, on va comprendre le rôle des trois corps. Quoi comprendre? Disons, on va commencer à envisager le paysage d'une autre manière. Et du coup, bien sûr que ce paysage, il va commencer à explorer, ou plutôt à éclairer, les éléments qu'on repère dans le paysage d'une autre manière. C'est-à-dire ces fameux fleuves, 4 fleuves de la souffrance dont je parlais avant, que j'évoquais avant, ils sont regardés d'une autre manière, ils sont regardés à la lumière d'eux. Ils ne sont plus regardés comme l'horreur de ces 4 grands fleuves. Ils sont regardés comme des éléments. Mais les 4 grands fleuves sont-ils dans un autre monde que celui qui est celui du Dharmakaya? Non, en fait. Il n'y a pas d'autre monde. C'est-à-dire que tous les aspects du monde se retrouvent dans le monde. Il n'y a pas le monde des 4 grands fleuves de souffrance, pourrait-on dire, de dukkha, et puis de l'autre côté, un monde qui serait celui du Dharmakaya. Non, en fait. Dans le monde du Dharmakaya, il y a la planète, il y a cette planète-là, il y a toutes les planètes, il y a tous les fleuves, tout le temps. Donc il n'y a pas une séparation absolue entre une réalité, on pourrait dire, très basique, très ordinaire à laquelle on est confronté, et une réalité qui serait complètement idéale, absolue. Pas du tout. En fait, dans cette image, si on continue avec cette réflexion sur le paysage, on va se rendre compte que la planète elle-même existe dans l'espace. Et que dans l'espace, il y a donc la possibilité d'une planète et il y a la possibilité de tout ce qui la constitue. C'est-à-dire que nos expériences de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort, elles s'expriment dans l'espace du Dharmakaya en fait. Alors ça, c'est une chose plus compliquée à comprendre. Et pourtant, c'est la réalité, on pourrait dire, phénoménale du monde.
C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort est rendue possible par l'espace. Par la possibilité de l'espace, il y a la possibilité de la naissance. Il y a la possibilité de nous qui arrivons au monde. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas d'espace, il n'y aurait pas la possibilité de la rencontre des éléments qui permettraient que se manifestent les formes. Il n'y aurait pas de forme manifestée sans espace. Donc il n'y aurait pas d'être qui existe sans espace. Ce ne serait pas possible. Mais il n'y aurait pas non plus donc d'impermanence possible s'il n'y avait pas d'être, s'il n'y avait pas de rencontre. C'est pour ça que le Bouddha de rencontre entre tous ces phénomènes. C'est pour ça que le Bouddha il va parler du fait que tout phénomène, parce qu'il est composé, est impermanent. Donc en fait, il va s'appuyer lui-même sur le constat du monde. Il ne s'appuie pas sur autre chose, il va parler des phénomènes. D'ailleurs, on peut parler de phénoménologie bouddhiste, et c'est une façon de dire que, en fait, dharma, le sens du mot dharma, c'est le terme utilisé pour parler des phénomènes. C'est le sens de phénomène. C'est quand même extraordinaire que le même mot désigne à la fois l'enseignement du Bouddha et le mot même phénomène. C'est le même mot. On dit dharma, on dira tous les dharmas pour dire tous les phénomènes, et on dira tous les dharmas pour dire tous les enseignements du Bouddha. C'est la même chose. Un peu comme si le Bouddha finalement ne parle jamais d'autre chose que des phénomènes. Donc en parlant de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, il parle des phénomènes. Il ne parle pas forcément de la naissance, ma vieillesse. Donc du coup, il m'inscrit dans son enseignement, dans une contemplation beaucoup plus large. Il m'inscrit, moi comme individu, dans cette contemplation de l'univers en fait. C'est-à-dire de moi comme existant grâce à tout le reste. Comment pourrais-je exister sans espace qui permette l'existence de la planète, qui me permet à son tour de pouvoir naître, de pouvoir vivre, de pouvoir être malade et de pouvoir mourir. Est-ce que, vu comme ça, la mort est encore dramatique? Évidemment, peut-être pas. Au niveau de mon individu, oui, bien sûr, parce que je suis très attaché à ma propre histoire. Mais dans une échelle beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, dans l'échelle de l'univers, je suis simplement un mouvement, tout le temps. Je suis un mouvement de phénomènes qui s'agrègent, qui se désagrègent, etc. Et cette possibilité d'agrégation des phénomènes, de désagrégation des phénomènes, elle est rendue possible par le Dharmakaya d'une certaine manière, par l'espace, par la vacuité. Dharmakaya, rappelons-nous, ça veut dire vacuité, ça ne veut pas dire autre chose. Quoi, pas dire autre chose, maintenant, à partir du moment où on a mis le mot, on n'a pas vraiment compris. Mais à l'aide de toutes ces images, qui font partie du paysage, qui nous semblent dissemblables, mais qui nous amènent toujours, qui nous invitent toujours à réfléchir aux choses d'une manière ou d'une autre, on peut commencer, alors non pas à dire ce qu'est le paysage, mais à se déplacer dans ce paysage, comme je vous le disais au début, et puis à donner nous-mêmes une cohérence. Est-ce que c'est si... Plutôt, est-ce que l'expérience que je fais de la maladie est si éloignée du sens global de tout l'univers? Est-ce que cette expérience-là est totalement détachée de l'histoire même de l'univers? Peut-être pas. Peut-être que même la naissance et la mort sont le propre de l'histoire de l'univers. C'est pour ça que d'ailleurs dans la cosmologie bouddhiste, on va parler de la naissance des univers, du moment où ils demeurent et du moment où ils cessent, de leur destruction, des 4 phases. Phase de naissance, phase d'établissement, phase de destruction, phase de disparition. Il y a toujours 4 phases pour les fameux kalpas, les éons. En parlant de cette manière-là, évidemment, on pourrait qualifier ça d'une vision antique qui va mettre en parallèle le macrocosme et le microcosme. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais on peut aussi le voir autrement et puis se dire que, antique ou pas antique, il y a une correspondance entre notre existence, qui est rendue possible par tous les éléments qui sont présents, même dans la médecine tibétaine, on va parler des 4 grands éléments, l'élément terre, eau, feu, air, on pourra rajouter même l'élément conscience, même l'élément espace, dans certaines visions du Bardo, pour dire qu'on est vraiment dans une vision micro et macroscopique à la fois. On va pouvoir parler de l'individu comme s'inscrivant dans cette grande course de l'univers. Donc du coup, bien sûr que moi, en tant qu'individu qui m'imagine exister pour de vrai, c'est difficile de pouvoir mourir. Et je ne vais pas mourir avec plus de facilité qu'un autre. Mais si j'observe ça comme ça me permet de voir the big picture,
comme disent les Anglais, c'est-à-dire de voir la grande image de tout ça. Et la grande image, c'est une image cosmogonique, c'est une image astronomique, c'est pas l'image individualiste et réduite à moi-je. Pas du tout, c'est une image beaucoup plus vaste. C'est l'image de corps en mouvement, c'est l'image d'agrégation, c'est l'image de, de dispositions, de causes, de conditions qui bougent, qui changent, qui toutes rendent possible l'événement ou l'avènement des événements plutôt et la manifestation des choses. C'est cela que je vais pouvoir contempler. Et puis enfin, il y a cette fameuse question sur c'est quoi le sens de Chenrezig, c'est quoi le sens de toutes ces offrandes qu'on fait, des prières, etc. On pourrait dire, si on reste dans, en tout cas je pourrais dire, parce que là je partage une réflexion avec vous, hein, sans trop savoir ce qu'elle vaut, mais disons voilà, c'est une manière de réfléchir à tout ça, et de tisser un fil, et de tisser un lien entre tous ces éléments. Je dirais que Chenrezig et ces éléments qui ont été mentionnés dans les messages, tels que les prières, les offrandes, n'importe, la confession, tout ce qu'on veut, et que l'on peut faire à partir de ces pratiques, le pourquoi de tout ça, je dirais que c'est comme des interventions dans le paysage. Peut-être que Chenrezig, c'est une manière de vivre en soi la réalité de ce paysage. C'est comme prendre conscience de tous les éléments constitutifs du paysage. C'est pas du tout un hasard qui veut que la phase de création d'une visualisation, ce soit une possibilité de purification des phases qui donnent lieu à la naissance d'un être. C'est dit comme ça. Et de la même manière, la deuxième phase d'une visualisation, la phase de résorption, c'est dit comme étant être la possibilité de purification de toutes les phases de résorption qui se produisent au moment de la mort. Donc, si on le voit, j'invente rien, hein, c'est ce qui est dit dans les textes, mais si on le voit comme ça nous donne tout à coup la possibilité de nous dire que, tiens, à travers ces pratiques proposées, telles Chenrezig ou d'autres pratiques du Vajrayana, finalement, c'est comme si intérieurement, on vivait l'histoire du monde. C'est comme si intérieurement, je vis ma propre histoire, mais je vis l'histoire de tous les êtres. Je vis l'histoire de la naissance, je vis l'histoire de la mort, je vis l'histoire des trois corps en même temps dans la pratique. Parce qu'en fait, je suis à la fois une forme qu'apparaît et une forme insaisissable. Je suis à la fois luminosité et vacuité. Et puis je suis aussi rayonnement. Je suis aussi Nirmanakaya avec tous ces rayonnements de lumière qui vont partir vers tous les êtres, qui vont agir d'une manière non volontaire pour purifier tous les voiles et négativités. En fait, c'est un peu comme si j'allais... Alors, encore une fois, c'est des interprétations qu'il faut prendre avec des pincettes, mais c'est un peu comme si j'allais vivre une réalité purement ou grandiosement cosmogonique, c'est-à-dire je deviens le ciel, je deviens le soleil, je deviens le rayonnement, je deviens tout ça. Pourquoi? Parce que j'associe à la fois la vacuité à partir de laquelle je me manifeste comme Chenrezig, c'est dit dans les textes encore une fois, toutes les sadhanas du Vajrayana, on dira toujours, de la vacuité procède la visualisation. Donc de l'espace se manifestent les formes. Sans espace, nulle forme. Donc de l'espace se manifestent les formes. Et ensuite, ces formes rayonnent. Ces formes rayonnent de la même manière que Chenrezig, de cette forme imaginée de Chenrezig, nous devenons Chenrezig, il y a un rayonnement qui va vers tous les êtres. C'est l'aspect activité du Nirmanakaya. Donc, cette forme apparente, presque solaire qu'est Chenrezig, dans cet espace de vacuité, on retrouve nos trois corps. L'espace de la vacuité, Chenrezig comme soleil, et cette compassion agissante comme étant le Nirmanakaya, ce rayonnement solaire. Et ensuite, tout cela va se résorber, on va revenir à la vacuité. Ce qui fait qu'en fait, à travers des pratiques comme celle-ci, je vais comme petit à petit revisiter ces grands thèmes. Et en les revisitant, je vais les intégrer. C'est un peu comme si je vais me relier au monde, me relier au sens du monde. C'est un peu comme si, en arpentant le paysage, du coup, je me relie au sens du paysage. Je lui donne un sens, mais je comprends son sens. Je commence à comprendre le sens de ces éléments qui m'apparaissent comme disparates. Quel est le lien entre l'espace, le soleil, le rayonnement, les plantes? On ne le voit pas de manière immédiate. Et pourtant, le moindre caillou sur Terre, il est rendu possible par tout le reste.
La moindre plante qui pousse, elle ne pourrait pas exister sans photosynthèse. Donc, etc. Même du point de vue scientifique, évidemment, tous ces éléments vont prendre leur sens. Donc, en fait, ils vont prendre leur sens du fait de cette étude qu'on peut en faire scientifiquement, mais de la même manière, je vais comprendre leur sens à travers la pratique. Alors, ça ne veut pas dire que la pratique me donne accès à une connaissance scientifique. Chaque domaine est réservé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ponts. Mais il faut toujours faire attention à ne pas tout mélanger non plus. Mais à travers la pratique spirituelle, je vais accéder à un sens du monde, à un sens possible du monde. Ensuite, je vais y trouver des correspondances. Je vais ouvrir des portes à partir de là. Et il y a des quantités de portes qu'on peut ouvrir. Mais en tout cas, la pratique comme Chenrezig, elle va, d'une manière assez certaine, elle va me faire visiter les différents éléments qui constituent mon monde. Et c'est pour ça que dans un enseignement récent de Jigme Rinpoche, il faisait le lien entre l'étude de l'Abhidharma Kosha, où on va étudier les agrégats, agrégats qui veut dire les composés, hein, c'est pas autre chose que ça, et en disant qu'en fait, en étudiant les agrégats, on allait mieux comprendre le sens de la pratique de Chenrezig, et en faisant la pratique de Chenrezig, on allait mieux comprendre le sens des agrégats. C'est noir sur blanc dire ce que je suis en train de dire. Donc c'est lui qui le dit en premier, et le Bouddha d'abord. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance profonde entre la compréhension des phénomènes et ce que l'on va faire dans une pratique comme Chenrezig. Une pratique comme Chenrezig, elle n'est jamais dissociée de la réalité phénoménale du monde, en fait. Jamais. Donc elle est, on pourrait dire, propre au monde, propre aux phénomènes mêmes qui sont composés, qui sont impermanents, qui sont transitoires. Alors, après, la difficulté, c'est qu'évidemment, nous, on peut toujours vivre les éléments du paysage comme séparés. Donc, j'aime l'océan et pas la montagne, du genre, comme si l'un pouvait ne pas avoir avec l'autre. Et en fait, bon, ok, on voit les choses comme ça, mais petit à petit, on va pouvoir aussi se rendre compte que non, tout est largement interrelié, que rien ne va pouvoir être vécu d'une manière totalement séparée, ça ne sera pas possible. Puis reste bien sûr ces interactions, l'interaction qu'on a dans le monde, c'est-à-dire comment on interagit avec les éléments du monde. Et dans une pratique comme celle de Chenrezig, où on va faire des prières, il va y avoir des confessions, on va convoquer, pourquoi pas, des entités qui seront les déesses d'offrande, on va produire des offrandes par myriades, etc. Et en fait, tout cela, c'est un peu comme si on apprenait à interagir avec le monde. Et on apprend à interagir d'une manière différente avec le monde. Tout cela sont des apprentissages d'interaction. Finalement, le monde nous donne la possibilité de développer des qualités, tout le temps. On ne pourrait pas imaginer le développement des 6 vertus transcendantes que sont la générosité, la patience, l'éthique, la stabilité mentale, le courage, la sagesse. On ne pourrait pas les développer, ces qualités, sans la présence du monde. Et du coup, évidemment que dans le cadre d'une pratique, on va développer des qualités. C'est pour dire que finalement, l'intérieur d'une pratique, ou une pratique en elle-même, c'est un monde. C'est un microcosme d'un macrocosme. C'est un petit monde d'un grand monde. Mais à l'intérieur d'une pratique, on va développer les mêmes interactions qu'on va pouvoir développer dans le monde. On va pouvoir, à l'intérieur d'une pratique comme celle de Chenrezig, développer la patience, développer l'éthique, développer la générosité. On va développer toutes ces qualités. Et ces qualités, on ne les développe pas que dans la pratique de Chenrezig. On pourrait dire que c'est comme si, à l'intérieur de ce monde, on apprenait à vivre dans le monde. Ensuite, on va pouvoir reporter ce que l'on aura à étudier, ce à quoi on se sera entraîné dans le cadre de cette pratique. On va pouvoir continuer à le faire dans le monde. D'où le fait de parler de l'amker, un élément extrêmement important dans toutes les pratiques du Vajrayana. C'est l'intégration au chemin. Et l'intégration au chemin, ça veut dire qu'on va apprendre à repérer tout ce que l'on va percevoir du monde comme étant perception de la déité, perception du sens du mantra, perception de la sagesse primordiale, etc. Des termes un peu techniques, mais évidemment, voilà, au début, on est peut-être moyennement à l'aise avec tout ça. Mais on peut l'être un peu plus si on se rappelle de l'idée d'une intégration, de l'idée d'un entraînement
produit à l'intérieur d'une pratique, dans la sphère même d'une pratique, qu'on va tout à coup étendre à l'extérieur. C'est-à-dire que cette générosité qu'on peut développer dans la pratique de Chenrezig, alors soit en faisant des offrandes, on peut penser à la prière à cette branche, qui est un des éléments constitutifs de cette pratique. Alors, offrande de fleurs, d'encens, de lumière, etc. De la même manière, cette qualité de générosité, on peut commencer à la développer à l'extérieur de la même façon. Il ne va pas y avoir de grandes différences. Avoir un rapport au monde où chaque fois le monde se présente comme une possibilité de générosité, eh bien, en fait, c'est une continuation de la pratique. Avoir un rapport au monde où le monde est chaque fois une possibilité de patience, c'est un prolongement de la pratique. Avoir un rapport au monde où chaque fois le monde est une possibilité de développement de stabilité mentale, de développement de courage, de développement de sagesse, etc. De la même manière, ça sera chaque fois une occasion de pratique. Et au bout d'un moment, en fait, il n'y aura pas forcément beaucoup de différences. C'est-à-dire que la pratique nous donne une occasion qui nous rappelle l'occasion donnée par le monde, en fait. Et quand je dis en plus occasion donnée par le monde, c'est occasion donnée par toutes les perceptions, par le monde phénoménal, en fait. Et ce monde phénoménal, eh bien, il est donné comme impossible du fait même de la vacuité. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de monde phénoménal sans la vacuité, il n'y aurait pas d'interaction possible avec le monde phénoménal sans la vacuité. C'est pour ça que même dans le développement de ces qualités, on va se rappeler, et la dernière de ces qualités d'ailleurs, c'est la sagesse. On va se rappeler de la vacuité inhérente de tout cela. Pourquoi ? Parce on va dire que, et on le dira pour chaque qualité, on dira que toutes ces vertus ne deviennent transcendantes qu'à l'aide de la vacuité. Et pourquoi ? C'est parce que, en fait, c'est un peu comme si on les rendait à ce qu'elles sont. C'est-à-dire, à la fois porteuses du pouvoir de transformation, puis en même temps, simple expression de la vacuité. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir l'idée d'une générosité qu'on va développer comme un objet en soi. On rend la générosité à ce qu'elle est, c'est-à-dire à la vacuité qui est inhérente en elle. Il n'y a pas l'idée d'une saisie d'une générosité, d'une saisie de la patience, d'une saisie de la conduite éthique, aucunement. Tout cela est toujours compris comme en association profonde avec la vacuité. Parce que finalement, c'est ce que nous rappellent les phénomènes. C'est-à-dire que les phénomènes et le monde lui-même, c'est toujours une association de choses qui peuvent sembler paradoxales. Par rapport au monde, il y a toujours une image qui m'a fasciné, c'est celle de l'équanimité. Et en fait, elle dit bien, elle est peut-être elle dit bien la dimension trait d'union qu'il peut y avoir entre tous les éléments. Pourquoi ? Parce que l'équanimité, elle est à la fois décrite comme une possibilité d'égalité, et souvent elle est décrite comme la terre, comme le sol, qui permet d'avoir d'un côté une forêt, de l'autre côté une décharge de détritus, de l'autre côté une prairie remplie de fleurs extraordinaires, une montagne en océan, etc. En fait, elle peut tout supporter, mais c'est pas qu'elle supporte tout, c'est qu'elle donne l'espace possible à tous les phénomènes. C'est-à-dire, elle donne une possibilité de manifestation aux choses les plus belles comme les plus laides, pourrait-on dire. Et l'équanimité, quand on parle de l'équanimité comme étant le sol, comme étant la terre, c'est une équanimité non jugeante. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui est... Bien sûr, il peut y avoir des aspects qui se manifestent à la surface du sol qui sont plus, on pourrait dire, porteurs de qualité que d'autres, bien sûr. Mais c'est quand même se rappeler que d'abord et avant tout, dans le monde, tout se produit. Qu'il y a une possibilité de manifestations extraordinairement diverses. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, c'est pour ça que du coup, forcément que l'équanimité, elle est ramenée aussi à son sens profond qui est celui de la vacuité.
Parce qu'encore une fois, sans vacuité, il n'y aurait pas ces aspects divers du monde, aussi divers euh, qu'ils nous apparaissent, et du coup, parfois un peu irréconciliables. L'équanimité arrive non seulement comme un point, comme un trait d'union entre des éléments disparates, mais comme une possibilité de réconciliation en fait. On pourrait dire comme une espèce de rapport au monde où on se souvient que la possibilité du monde, c'est toujours la possibilité qu'existent des choses extraordinairement diverses au sein du monde. Il n'y aura jamais un monde qui sera juste fait de décharges ou juste fait de prairies pleines de fleurs. C'est pas possible. Un monde, il est forcément fait d'une multitude de choses. Et c'est en cela aussi qu'il est vacuité. Pourquoi il est vacuité? Parce que la forêt, ou plutôt la prairie pleine de fleurs, peut devenir une décharge, mais la décharge peut devenir une prairie pleine de fleurs. Donc, c'est pas seulement l'idée qu'il peut y avoir de multiples choses dans le même espace, mais que toutes ces choses peuvent être aussi autre chose. Euh, c'est, on pourrait dire, du coup, l'équanimité associée à la vacuité, c'est vraiment la possibilité de faire que se manifestent tous les phénomènes, non seulement dans une des caractéristiques qu'ils peuvent avoir, mais dans toutes les caractéristiques qu'ils peuvent avoir, du fait de l'impermanence. Donc voilà, c'était juste une manière de dire que je ne sais pas si certain que ces éléments soient si séparés les uns des autres. Et que en contemplant les quatre grands fleuves que sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, on fait rien d'autre peut-être que de contempler un des aspects du monde phénoménal, mais aussi un des aspects qui nous constitue ou qui fait partie du monde phénoménal. Mais cet aspect du monde phénoménal n'est jamais séparé de tous les autres aspects qui existent. Il n'y a jamais seulement ces quatre fleuves. Il y a tous les éléments qui constituent ce monde. Donc peut-être que ça peut nous aider parfois de se dire que il y a à la fois les trois corps et à la fois les quatre grands fleuves de souffrance. Peut-être, oui, bien sûr, on peut les nommer ainsi. Et puis qu'en même temps, il y a toutes les interactions possibles. La pratique, elle intervient, pour le coup, comme une autre possibilité, qui est une possibilité d'intégration de tous ces éléments qui peuvent nous sembler si disparates au début. Euh, En tout cas, elle est un espace qui s'ouvre à nous, qu'on peut visiter de cette manière-là. Alors peut-être pas d'une manière... je ne sais pas si c'est évident, c'est peut-être pas du tout évident d'ailleurs, mais en tout cas, c'est peut-être pas d'emblée évident. Mais la pratique, que ce soit la pratique méditative du calme mental, que ce soit Chenrezig, c'est quand même chaque fois des espaces suffisamment ouverts pour que petit à petit, tous les éléments qui constituent nos vies, nos émotions diverses, etc., nos bonheurs, nos malheurs, nos doutes, nos certitudes, etc., pour que tout ça puisse s'exprimer. Euh, et petit à petit, peut-être, que c'est le fait de laisser cet espace qui permet cette manifestation, c'est peut-être cela qui va donner de la cohérence et un sens qui, je ne sais pas, qui s'exprime de ce fait, où on se rend compte que une attitude ou un mouvement de l'esprit ou une pensée, même si elle ne semble n'avoir rien à voir avec le reste, finalement elle n'est pas si coupée du reste, justement. Euh, mais cette possibilité du lien va dépendre de l'arpenteur et de l'arpenteuse, évidemment. C'est-à-dire que c'est à nous ensuite, non pas encore une fois à créer le lien, mais à découvrir le lien à force d'arpenter les différents aspects du paysage. Ça, c'est possible. Mais bon, pour ça, il faut marcher. Pour ça, il faut avoir envie d'être un jejuk, une jejuk, c'est-à-dire il faut avoir envie de marcher à la suite de... Le Bouddha, il a certainement exploré, ça c'est sûr. Pendant 40 ans, il a enseigné, pendant 40 ans, il s'est promené dans la plaine du Gange. Donc il a exploré à la fois le paysage, mais il a exploré toutes les histoires qu'on lui racontait. Il a exploré ce que c'était aussi, certainement, d'être un Bouddha dans le monde. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été Bouddha hors du monde. Il a été Bouddha dans le monde. Et en fait, à travers lui, c'est un peu comme si on découvrait la possibilité aussi
d'être un arpenteuse, un arpenteur ou une arpenteuse, un arpenteur du monde qui peut devenir aussi un Bouddha. On n'est pas condamné à être des Jowa, hein. On n'est pas condamné à être des migrants sans but. On peut tout à coup faire de l'errance, en faire un but. Le Bouddha, il est un être ordinaire et sensible au départ. Et il devient Bouddha à partir de ce qu'il est. Donc c'est la grande force de l'enseignement du Bouddha, c'est de ne pas s'être posé comme hors du monde, mais d'avoir proposé l'éveil dans le monde. Donc c'est pour ça que finalement, en explorant le samsara, on risque de peut-être trouver le nirvana, allez savoir. Donc après, ça dépendra de l'exploration qu'on fait du monde. Voilà. Donc voilà, c'était bon, une manière un peu originale, hein, sans aucun doute, mais une façon d'abord de partager la réflexion qui est la mienne sur la base des éléments que vous avez exprimés sur le groupe WhatsApp, et puis aussi une façon un peu de revisiter tous ces grands thèmes, non pas pour mettre un point final à cette cohérence qu'on doit trouver dans tous ces éléments, mais plutôt en fait comme une invitation à se dire, essayons de les voir comme pas si éloignés les uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'on trouvera tout de suite les liens, ça ok, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Et donc, c'est notre propre chemin dans la pratique qui va finir par tisser des liens possibles entre tous ces éléments. Et à nous de les découvrir, à nous de voir ou de se demander s'il y a ou non des liens, etc. Mais voilà, c'est aussi un peu le sens de l'aventure. En fait, c'est un enseignement pour vous donner envie de voyager, quoi. En gros. Voilà. Ok. Donc, à moins que vous ayez des questions, on va s'arrêter là parce que j'ai un peu dépassé l'heure quand même. Donc, voilà, je vous laisse me dire. Agathe, il y a quelque chose sur le chat ou pas? Non, très bien. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là avec une dédicace. Et Attends, puis, ah, je sais pas de. Oui, il y a quand même une question. C'est ok. Marie-France qui aimerait poser une question s'il y a le temps. Voilà. Mhm. Bien sûr, Marie-France. Dans ce cas-là, il faut que vous preniez la parole. Oui, Voilà, c'est bon. ok. J'ai le temps là Oui, j'ai le bien temps de dire sûr. quelque chose Bien sûr, Marie-France. parce que j'ai écouté tout cet enseignement et j'ai été extrêmement surprise parce que ça rejoint exactement la question que je voulais poser. Sauf que, alors c'est ça aussi qui peut être, ça peut être peut-être euh, ça peut être une réponse à la cohérence, enfin une des réponses. Euh, Parce qu'il y a un truc qui est marrant que tu n'as pas dit, et je pense que c'est pas un hasard du tout. C'est peut-être une des réponses, justement, c'est que tu as gardé le silence complet sur la question du bonheur. Le bonheur. Tout le monde, en général, les gens qui viennent au Dharma, et ils cherchent le bonheur, quoi. Donc là, t'en parles pas. Et moi, c'est marrant parce qu'il y a 3 jours, je me suis dit, parce que ça m'énerve la question du bonheur, ça m'agace, ça n'apporte rien du tout. J'aime plus, j'aime pas ça, ça m'ennuie. Bon, or là, j'ai fait, en me réveillant il y a 3 jours, je me suis dit, enfin, c'est comme si quelqu'un m'avait dit en rêve, mais tu sais, Marie-France, le bonheur de quelqu'un qui est éveillé, c'est pas du tout ce que tu crois, les gens, ils sont heureux, pas heureux, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Et alors c'est marrant, parce que là, c'est quoi? C'est tout ce que tu as décrit. C'est l'investigation, le chemin vers l'éveil, et dans son entier, tout, c'est-à-dire tous les éléments trouvent leur cohérence comme ça, dans un bonheur infini que nous, on ne connaît pas. Voilà, c'est tout. Bon, je voulais savoir si tu validais ce genre de machin. Mais, bien sûr, mais ce que je valide surtout, c'est les pérégrinations. Et ce que je trouve Voilà. magnifique, c'est que tu pérégrines. C'est que finalement, voilà, on est tous à nous poser des questions. On se pose tous des questions. Je me pose aussi, bien sûr, des questions. Mais et je partage en tout cas avec toi le fait que le bonheur, on a moins envie d'en parler d'une manière directe à partir du moment où il découle naturellement
l'arpentage du monde, si on veut dire. Oui, ouais. C'est-à-dire de la découverte de tout ça. C'est-à-dire il y a un vrai plaisir profond et sincère d'être au monde et de pouvoir découvrir tout ça. C'est peut-être le sens de pourquoi nous sommes là, d'ailleurs. Sans aucun doute, on a la possibilité de faire le chemin. C'est une joie immense, c'est une joie extraordinairement profonde, mais c'est pas une joie qui se commande. C'est, on pourrait dire, euh, c'est peut-être d'ailleurs le propre de l'invitation faite par le monde, un peu comme si le monde nous disait, évidemment, le monde ne nous dit pas des mots précis, mais c'est un peu comme s'il nous disait, mais je suis là, prêt à être découvert, viens, découvre-moi. Donc c'est un peu Voilà. comme une invitation à la jubilation, en Oui, définitive. ouais, c'est ça. Bah oui, parce que je pense Ben pas, oui, par exemple, que le Bouddha donne pas l'impression d'avoir été triste. Il donne l'impression, au contraire, d'avoir fait un chemin qui allait de découverte en découverte. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que les découvertes doivent forcément être heureuses. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'idée du bonheur, parce que euh, ça peut être difficile, ça peut être plein de doutes, etc. Mais il n'empêche qu'on donne du sens au mouvement, qu'on donne du sens à ce qui sinon ne serait qu'une errance en faisant le chemin et en faisant d'autant plus le chemin à la suite du Bouddha, on donne du sens à tout ce qui nous traverse. Et c'est ça qui fait que ça devient heureux, d'ailleurs. Même nos doutes, même nos souffrances peuvent devenir heureuses. Ça ne veut pas dire qu'on va dire qu'on va rigoler à chaque moment où on a mal. C'est pas ça. Mais c'est que petit à petit, ben, en fait, on donne du sens à ce qu'on traverse. On donne du sens à l'expérience. Et c'est de ce seul fait qu'on ressent beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, en fait, à avoir la possibilité de faire l'expérience. Mais bon, après, voilà, après, c'est des histoires d'exploration, je crois, surtout. Mais oui. bon, Et c'est ce que je voulais dire. bien sûr, Le mot investigation. oui, c'est clair, il n'y a pas de doute. Il y a un rapport avec bonheur et vacuité, parce que tout ça Mhm. se fait dans la vacuité, c'est pour ça que c'est un rapport. Oui, complètement. Bon, ça, c'est sûr. Et c'est clair qu'il n'y aurait pas cet espace infini de la vacuité, il n'y aurait pas de manifestation et donc il n'y aurait pas de Voilà. possibilité d'investigation et d'expérience. C'est clair. Bon, ouais, C'est sûr. merci. Non, mais merci à toi, Merci. Marie-France, de partager tout ça. Merci. Ok. Bah, écoutez, sinon, on va s'arrêter là. Oui, hein? Bah oui. Là, non, c'est vrai que c'est 20h42. Donc on a un peu dépassé. On fait cette dédicace maintenant. Sonam di tam je zimbani domne nye ben donam bam yen. Yega na jimbalam dubai. Sibe zolendo ando warai sho. Magnifique souhait de dédicace où on souhaite que les êtres soient libres de ces vagues de naissance, de vieillesse, de maladie et de la mort, ballottées par les vagues. Parce que c'est toute la différence. Soit on vogue sur les vagues, soit on est ballotté par les vagues. Et le souhait, c'est de ne pas être tourmenté, ballotté par les vagues. Mais le souhait, c'est de traverser les flots. Donc on reste toujours dans l'image, hein, jusque dans les paroles même des prières qu'on récite, qui sont ces images du monde phénoménal, sans aucun doute. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, ben, j'espère que vous aurez trouvé matière à alimenter votre propre découverte, votre propre réflexion et les liens que vous pouvez tisser entre les différents éléments. Après, c'est sûr qu'on pourrait échanger encore beaucoup là autour. Ça sera toujours possible à un moment ou à un autre, je pense. Merci encore et ben, à bientôt. Voilà, rendez-vous demain matin. Et puis bonne soirée. Portez-vous bien. Merci.